je laisse la parole sans plus tarder à Anna Pedrajas, donc, qui est doctorante ici également à l'Université Lyon 3 et qui va nous parler, quant à elle, donc, de l'UNESCO et du patrimoine mondial menacé par les changements climatiques. C'est pareil, je me permettrai, si vous dépassez, de nous faire... Pas de souci. Avant tout, bonjour à tous, je tiens à remercier les organisatrices de ce colloque, Madame Néry, Madame Ricard, d'avoir permis la tenue de cette journée et tous les participants, les intervenants pour les riches échanges et les réflexions qui en découlent. Avant tout, une petite rectification s'impose. Mon intervention va porter sur le rôle des organisations internationales dans la protection de la culture humaine, marine et côtière face au changement climatique. Donc mon propos dépassera légèrement le seul rôle de l'UNESCO. Dans un contexte d'accélération du réchauffement climatique et d'intensification de ses conséquences, comme la montée des eaux, il ne fait aucun doute qu'un grand péril pèse sur le milieu marin, les îles, les espaces côtiers. Face à ces constats alarmants, les appels à la mobilisation collective se multiplient et de lourdes attentes pèsent sur la COP30, édition anniversaire des sommets climatiques, se tenant actuellement à Belém, au Brésil. Toutefois, les négociations climatiques sont particulièrement laborieuses. En effet, elles abordent d'épineuses questions de justice, des enjeux complexes qui entremêlent la protection du climat et d'autres intérêts humains. Tel est le cas notamment de la sauvegarde de la culture humaine dans toute sa diversité. En effet, les catastrophes soudaines, les phénomènes progressifs provoqués par la crise climatique menacent tous les espaces naturels, et parce que l'homme dépend de son milieu, la civilisation dans son ensemble. La culture humaine liée au milieu marin semble être la première victime de ces conséquences. 19% des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO pourraient être affectés par la montée des eaux, et les modes de vie traditionnels des populations insulaires et côtières seront tout autant bouleversés par un déplacement devenu nécessaire pour leur survie. D'autant plus que l'action climatique elle-même peut nuire. Tel est le cas, par exemple, de la géo-ingénierie marine que nous avons mentionnée ce matin, ou encore de mesures d'adaptation inadéquates. Dans ce contexte, la culture n'est pas qu'une victime, et peut être une source d'inspiration. Les connaissances traditionnelles des communautés autochtones et des populations locales côtières, comme par exemple les connaissances sur la protection des mangroves ou la résilience face à des catastrophes, des événements météorologiques brutaux, sont des sources d'inspiration cruciales pour penser l'atténuation et l'adaptation climatique. À cet égard, le droit international présente un vaste ensemble d'outils normatifs pour saisir ces enjeux entrecroisés, allant du droit climatique aux conventions de l'UNESCO, en passant par les cadres de protection des droits humains. Ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui, ce n'est pas leur contenu, mais plutôt leur mise en œuvre, et précisément le rôle de la diversité d'institutions internationales veillant, à l'échelle régionale comme globale, à la coordination de l'action collective. Toutefois, le bilan pessimiste dans la réaction à l'enjeu climatique et la multiplication des recours contentieux conduit à s'interroger sur la valeur de cette implication. L'échec de leur action pour la protection du climat et du patrimoine serait une énième illustration de l'impuissance qui leur est généralement imputée. On s'interroge donc sur la capacité des organisations internationales à saisir l'impact de la crise climatique sur la culture marine et côtière. Au vu de l'ampleur de la question, et pour faciliter les comparaisons, cette présentation se recentrera sur les institutions climatiques et culturelles. Dans un premier temps, nous verrons que l'action de ces organisations internationales en la matière est imparfaite, ce qui appelle une réflexion sur les réformes prospectives à envisager pour renforcer l'appréhension d'un tel enjeu complexe par l'architecture institutionnelle internationale. Voyons dans un premier temps le bilan nuancé de la prise en considération des rapports entre patrimoine culturel, marin et côtier et crise climatique aux divers stades d'action des organisations internationales. Garantir la stabilité du climat et la sauvegarde du patrimoine marin et côtier est un défi complexe dans le contexte institutionnel actuel, tant au regard de la capacité des organisations internationales à orienter l'action collective qu'à celle de veiller à sa bonne mise en œuvre. D'abord, la mise en œuvre disparate de leur fonction d'orientation est le signe d'une intégration à plusieurs vitesses de l'entrecroisement entre culture humaine, milieu marin et changement climatique. En effet, les institutions internationales ne se saisissent pas de cet enjeu au même rythme. Par exemple, même si l'Organisation maritime internationale n'était pas destinée à œuvrer en matière environnementale, elle a inclus dans son mandat la négociation d'un cadre sur la réduction des émissions des navires.
Malgré les aléas de cette procédure, il faut souligner l'intention de l'OMI de contribuer à l'effort d'atténuation nécessaire pour servir les intérêts de l'humanité, dont la protection de la culture humaine in fine. Plus spécialement, si les normes de droit international liées au patrimoine culturel ne mentionnent pas l'enjeu climatique explicitement, l'interprétation qui en est faite a conduit à étendre les obligations de protection de manière à saisir ces enjeux. Par exemple, l'UNESCO a très tôt impulsé la préparation d'un document d'orientation sur l'action climatique pour le patrimoine mondial, qui pose des lignes directrices en la matière, et très récemment a partagé des recommandations afin de clarifier comment les projets de transition énergétique peuvent être mis en œuvre sans nuire au site du patrimoine mondial. On relève également une note d'orientation en ce qui concerne les conséquences du changement climatique sur le patrimoine immatériel, ainsi qu'un livre blanc dédié à la menace climatique pesant sur le patrimoine culturel subaquatique. Plus généralement, l'UNESCO a aussi adopté des documents de droit souple afin d'orienter la politique culturelle de ses États membres. On relève ainsi une déclaration de principes éthiques en rapport avec le changement climatique, une politique sur l'engagement auprès des peuples autochtones, des discussions d'experts sur le sujet de la géoingénierie comme solution climatique, etc. Il ressort de ce panorama que l'UNESCO, depuis presque 2 décennies, s'attelle à orienter l'action des États afin de garantir qu'ils appréhendent la menace climatique sur la culture humaine et conjuguent protection du climat et sauvegarde du patrimoine. De la même manière, les instances qui agissent en matière climatique ont intégré les enjeux culturels, de manière certes moins approfondie, mais susceptible de contribuer substantiellement à la sauvegarde et à la valorisation de la culture marine et côtière. Bien avant l'accord de Paris, la réflexion sur le rôle des connaissances autochtones et locales dans l'adaptation climatique a été inscrite dans les travaux des organes subsidiaires qui ont élaboré des recommandations générales. Par la suite, la création d'une plateforme des communautés locales et des peuples autochtones a quant à elle promu la participation de ces parties prenantes, facilité l'échange des connaissances et permis de renouveler ces lignes directrices. Plus largement, les institutions climatiques ont aussi exprimé un positionnement fort en faveur de la culture humaine. Les réunions des parties ont permis l'adoption, à la COP28, d'un objectif mondial en matière d'adaptation qui inclut la protection du patrimoine culturel. Le cadre institutionnel climatique coordonne actuellement la définition d'indicateurs pour évaluer la réalisation concrète de cet objectif. Par ailleurs, la COP28 a aussi été l'occasion de s'exprimer pour les mouvements promouvant une action climatique fondée sur la culture humaine. Manifestement, les institutions climatiques s'efforcent elles aussi d'orienter les États vers la prise en considération de ces interconnexions. Ainsi donc, par contraste avec l'engagement prolifique de l'UNESCO, les institutions climatiques semblent à la traîne. Pour le moment, elles n'ont pas fourni de recommandations pour guider dans l'action climatique de manière à ce qu'elle soit compatible avec la protection de la culture humaine. Ce gap pourrait s'expliquer par le fait que les questions culturelles sont le cœur du mandat de l'UNESCO et qu'il s'agit d'un enjeu actuel dont l'appréhension reste à dessiner dans le cadre donc des discussions climatiques. Restons optimistes et gageons que les institutions compétentes continueront de guider les États et ainsi de contribuer à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel marin et côtier. S'il apparaît que les institutions internationales sont enclines à saisir les interconnexions entre l'enjeu climatique et la sauvegarde de la culture humaine, leur capacité à fournir une assistance dans la mise en œuvre de l'action à ce sujet est précaire. Les organisations internationales ne peuvent fournir qu'une assistance minime pour garantir la mise en œuvre de l'action. C'est ce que nous allons voir à présent. D'abord, les entités qui interviennent dans les domaines climatiques, environnementaux et culturels sont intergouvernementales et fonctionnent selon des processus climatiques qui servent les intérêts étatiques avant tout. L'inclusion de la société civile dépend du bon vouloir des États. Ce qui se déroule à la COP30 est un exemple criant. Les peuples autochtones sont tenus à l'écart, tandis que le tapis est déroulé pour le secteur des énergies fossiles. La pratique au sein du Comité du patrimoine mondial est tout autant regrettable. Les États déploient un lobbying vivace pour éviter que la lumière ne soit faite sur leurs manquements, sur leurs carences, à l'image par exemple de l'Australie qui cherche à prévenir l'inscription sur la liste du patrimoine en péril de la Grande Barrière de Corail. Rappelons plus généralement que l'agenda est entre les mains des parties. Ainsi, la COP Climat marginalise les questions sur les modalités de l'action climatique pour préserver la marge de manœuvre des États en la matière. En outre, ni l'UNESCO ni le cadre institutionnel climatique n'ont de pouvoir de sanction pour appuyer la mise en œuvre. Elles ne peuvent qu'exprimer des recommandations qui sont rarement suivies.
Ce monitoring est en général limité en substance. Par exemple, les travaux du mécanisme de conformité de l'accord de Paris visent la surveillance de la mise en œuvre des obligations procédurales, comme l'adoption des contributions nationales déterminées, et ne s'étendent pas à des questions substantielles, comme la mise en œuvre concrète de l'action climatique, le potentiel recours à la géo-ingénierie ou l'inclusion des droits humains. Par ailleurs, la structure institutionnelle financière habilitée à soutenir la sauvegarde de la culture humaine face au changement climatique présente de nombreuses failles. Elle est fragmentée entre plusieurs mécanismes. Certains sont sélectifs et limitent les projets éligibles, à l'image des fonds de l'UNESCO, destinés aux signifiants culturels qui sont seulement inscrits sur des listes restrictives, comme la liste du patrimoine mondial. Les instances ont aussi leur propre approche en ce qui concerne la distribution des crédits. Certaines, comme le Green Climate Fund, reconnaissent la possibilité de financer des projets d'entités privées, alors que les fonds du patrimoine mondial, quant à eux, sont réservés aux seuls États. Enfin, les limites substantielles des mécanismes financiers internationaux n'ont plus à être présentées. Les ressources sont en tout point insignifiantes, insuffisantes pour assurer la protection du patrimoine marin et côtier face à un péril aussi conséquent. Tous ces écueils conduisent à relativiser la capacité des institutions internationales à soutenir la sauvegarde du patrimoine marin et côtier dans le contexte de la crise climatique, et donc à souligner le besoin crucial de réforme du système institutionnel international. Voyons à présent, dans un second temps, quelques jalons pour penser une réforme pressante du cadre institutionnel international, essentiel pour garantir la protection du patrimoine culturel mondial et côtier sur le long terme. Cette réforme passe par le renforcement de l'autorité interne des organisations internationales et la clarification de la structure institutionnelle globale de l'ordre juridique international. Commençons d'abord par voir le renforcement nécessaire de l'autorité institutionnelle des organisations internationales pour une intégration aboutie des enjeux climatiques et culturels. Avant toute chose, les organisations internationales ne peuvent s'affirmer comme instance supranationale si elles laissent perdurer le caractère intergouvernemental des processus. Une manière d'éroder la domination des États serait d'intégrer davantage la société civile dans les discussions normatives et le suivi de l'action, notamment en octroyant des sièges permanents pour les peuples autochtones et les ONG. Ce serait une manière de mettre fin à la prédominance des intérêts nationaux dans les discussions et d'affirmer les organisations internationales comme des forats de gouvernance cosmopolite au service de l'intérêt commun de l'humanité. De plus, il est crucial que les organisations internationales se saisissent plus activement de leur rôle de coordinatrice. Elles doivent clarifier davantage les actions qui sont attendues des États, voire même des acteurs non étatiques, dans la mise en œuvre du droit international et systématiser la production d'un droit dérivé recommandatoire. C'est particulièrement crucial en ce qui concerne l'enjeu d'espèce, notamment les modalités de mise en œuvre de l'action climatique et sa coordination avec d'autres intérêts humains comme la sauvegarde du patrimoine. En outre, le renforcement de l'autorité des organisations internationales contribuerait à l'effectivité du droit. Il faut instituer un cadre plus robuste et abouti de suivi de l'action. Ce monitoring doit s'étendre à l'ensemble des acteurs. Il doit devenir pleinement objectif et ne plus être laissé à la discrétion des seuls États, par exemple en incluant des experts indépendants, la société civile, et en donnant du poids à leur contribution dans ces processus. C'est tout l'inverse de ce qui a cours au sein du Comité du patrimoine mondial, où les positions des organes consultatifs, comme l'Union internationale pour la conservation de la nature, par exemple, sont ignorées par les États en pratique. Sur le plan financier, les organisations internationales devraient moduler leurs pratiques afin d'attirer davantage de ressources. En ce sens, le développement du partenariat avec le secteur privé est incontournable à ce jour, à la condition toutefois d'établir des garde-fous pour garantir la préservation de l'indépendance institutionnelle et la transparence. Il s'agit d'un impératif pressant pour les mécanismes de l'UNESCO qui peinent à réunir des ressources. Dans l'idéal, les questions de finances climatiques gagneraient à être abordées à l'aune du principe du pollueur-payeur, potentiellement en recourant à la taxation pour tirer des ressources des personnes privées émettrices. Pareillement, le fait de réserver les ressources aux seuls États est en contradiction avec l'idée d'une action ascendante fondée sur les communautés et sur la mobilisation de la culture humaine dans l'action climatique. Il devient crucial de généraliser l'approche du Green Climate Fund et de réserver des financements pour la société civile et ses projets.
pour qu'elles conduisent une action climatique tirant profit des identités culturelles et des ressources locales. De telles avancées au sein des institutions internationales renforceraient indubitablement la protection du patrimoine marin et côtier face à la crise climatique et aux conséquences de la transition verte. Tel serait aussi le cas de l'avènement de réformes plus larges de l'ordre institutionnel international que nous allons considérer pour conclure. La réforme du paysage institutionnel international comme condition non négociable s'érige comme une condition non négociable à une gouvernance écologique globale et effective. Le fait d'aborder une question précise de gouvernance bénéficie toujours de réformes plus générales et plus larges. Ce constat vaut particulièrement pour la protection du patrimoine marin et côtier. Assurément, repenser l'ordre international contribuerait à asseoir et réaliser effectivement, enfin, une gouvernance écologique qui permettrait de sauvegarder le climat et le patrimoine de concert. La fragmentation des domaines d'action est avant tout une faille en droit international. Le fait que le droit sépare la culture humaine de l'environnement, alors que la première est indissociable de la seconde, du second, empêche toute gouvernance durable des enjeux qui menacent tant la culture que l'environnement. Il en va de même de l'approche préconisant l'adoption d'accords sectoriels pour régir un enjeu environnemental précis, alors que les systèmes naturels sont tous interconnectés. Pour ces raisons, il devient impératif de conceptualiser un droit international écologique apte à appréhender tous les enjeux environnementaux et culturels de manière holiste. Sur le plan institutionnel, cela impliquerait de mettre fin à cette fragmentation en instituant une organisation internationale apte à organiser une gouvernance écologique planétaire tournée vers le long terme et couvrant l'ensemble des enjeux. Cette réflexion sur le patrimoine culturel marin et côtier dans le contexte de la crise climatique est un prétexte pour réfléchir sur la proposition récurrente de créer une organisation mondiale de l'environnement ou encore de renforcer le programme des Nations Unies pour l'environnement. En outre, la pluralité des acteurs et des échelles de gouvernance est un autre chantier de l'ordre juridique international. Clarifier les responsabilités et les fonctions de chacun serait une piste significative qui conduirait à établir ce qui pourrait jouer le rôle d'une structure constitutionnelle globale, d'une répartition des compétences et des échelles d'action. D'une part, sur le plan horizontal, il faudrait clarifier la coordination de l'action entre institutions internationales pour que celles-ci agissent de manière complémentaire et non conflictuelle en abordant un même enjeu global. Généraliser à l'échelle interinstitutionnelle les protocoles d'entente, développer les points de contact, les commissions de coordination interinstitutionnelle au sujet d'un domaine d'action partagé, en s'inspirant de la pratique onusienne à ce sujet, adopter des politiques, des programmes d'action communs seraient autant de pistes concluantes. D'autre part, il serait utile d'éclaircir le rôle de chaque acteur intervenant pour saisir les enjeux globaux. À l'échelle verticale, distinguer les fonctions précises des États, des collectivités infra-étatiques, en s'inspirant par exemple de la subsidiarité préconisée par l'Union européenne, serait une avancée notoire dans l'établissement d'une structure institutionnelle internationale plus effective. Ce serait l'opportunité de présenter l'État comme un gardien des intérêts communs et de conditionner la souveraineté dont il se prévaut. Clarifier le rôle de la société civile serait tout autant bénéfique. Somme toute, l'idée serait de concrétiser par le droit le choix d'une dynamique ascendante de gouvernance, en responsabilisant les États et la société civile, et en revoyant les attentes à l'égard des organisations internationales. Ces dernières, notamment en l'espèce l'UNESCO et les entités du cadre climatique, devraient s'affirmer comme des entités coordinatrices chargées de superviser ces initiatives polycentriques afin de garantir une action non conflictuelle et selon un usage rationnel de ressources qui sont limitées aujourd'hui. Une telle réforme de l'ordre international contribuerait à renforcer la protection harmonieuse du climat et du patrimoine culturel marin et côtier et de permettre leur protection de concert sur le long terme. Pour conclure, la protection du patrimoine marin et côtier bénéficie de l'implication des institutions internationales. Les lacunes de cette dynamique ne sont guère décourageantes, mais invitent à revoir nos attentes et à envisager plutôt des réformes. C'est ainsi que les organisations internationales sauront pleinement remplir leur fonction de coordinatrice et garantir un climat stable
et la transmission du patrimoine culturel marin et côtier. Je vous remercie pour votre attention. Merci Anna, de grands projets de réorganisation de l'ordre international. Est-ce que ces deux interventions suscitent quelques questions avant de faire une courte pause et de passer à nos dernières interventions? Il y a Joseph. Bonjour, je m'appelle Philippe. J'ai une question pour Anna. Est-ce que vous savez les rapports des recommandations récentes de l'UNESCO sur le patrimoine et les transitions écologiques que vous avez parlé? Est-ce que vous savez quelles recommandations récemment on trouve de l'UNESCO? Je vous remercie pour votre question. En effet, je n'ai pas développé ce point puisque j'ai voulu vraiment couvrir le sujet dans sa globalité. En ce qui concerne ces recommandations, en fait, l'UNESCO, depuis quelques années, dans le cadre donc c'est purement lié, pour le coup, c'est restreint, c'est lié à la liste du patrimoine mondial, donc du coup au patrimoine matériel, naturel et culturel, qui est inscrit sur la liste du patrimoine mondial. Et l'UNESCO, depuis quelques années, travaille avec des experts donc de conservation du patrimoine, des experts des énergies renouvelables, afin d'explorer en particulier la question de la coordination, la compatibilité entre les projets d'énergie solaire, d'énergie éolienne, avec les sites du patrimoine mondial, notamment culturels, donc l'installation de panneaux solaires sur les bâtiments dans les villes. L'idée peut être d'installer des centrales solaires aussi dans des sites, des paysages du patrimoine naturel. L'idée aussi de coordonner la sauvegarde du paysage et de son intégrité avec l'installation d'éoliennes. Et en fait, tout ça, ça a été donc ce sont des recherches qui ont été conduites en partenariat avec la société civile, avec la science, avec les chercheurs, pour voir en fait comment on pourrait mettre ça de manière à respecter l'intégrité et l'authenticité des sites. Et c'est disponible en ligne sur le site du Comité du patrimoine mondial. C'est une base de données qui est entièrement disponible en ligne, très très bien faite, très très claire. Et on retrouve donc des lignes directrices, par exemple l'idée de mettre en place des études d'impact avant d'installer des éoliennes, donc pour voir les impacts sur la biodiversité, sur le paysage. L'idée que ces projets aussi soient conduits en partenariat, dans la participation des communautés locales, donc qui sont affectées potentiellement par l'installation de tous ces projets d'énergie renouvelable. Voilà, l'idée en fait de toujours veiller à ce que l'authenticité et l'intégrité des sites soient préservées. Donc je vous invite, si le sujet vous intéresse, à aller directement vous référer à ces guidelines. Donc voilà, c'est tout disponible en ligne. Oui, merci. Deux questions. La première pour Anna. Peut-être tu as considéré aussi Elinor Ostrom et l'analyse du polycentrisme dans la gestion des zones maritimes, des zones protégées communes contre la tragédie des commons. Parce que dans une optique en UDC, mise en œuvre de la law enforcement, c'est aussi un moyen de ramener la culture des communautés locales vers la gestion des marines protégées et la connaissance du terroir aussi. Et pour ça, je trouvais très intéressante ton analyse aussi des gaps entre les agences onusiennes qui s'occupent du financement vers la mise en œuvre des projets, au point que je me demande si la Banque mondiale a dépensé $100 millions pour 80 activités, parce qu'ils ont invité Ronaldo pour... Pardon, est-ce qu'ils ont... Parce qu'ils ont invité Ronaldo pour les activités. Chaque activité, ça coûtait $1,2 million. Ouais, c'était une blague, désolé. Je prends les questions aussi.
Voilà, donc, alors c'est plus une préoccupation globale par rapport au rôle des organisations internationales à vocation économique, ainsi que le lien qu'on peut faire avec la question du réchauffement climatique. Ce constat, je le fais en prenant un exemple assez simple, le café, le café que nous buvons tous. Ce café a augmenté depuis quasiment 2024. Si vous suivez un tout petit peu le prix de l'augmentation du café, il a augmenté sensiblement de 20%. Donc il faut compter en moyenne 1,40 € pour la tasse. Et puis voire 2,50 € pour l'achat en magasin chez Carrefour ou autre. Et effectivement, l'une des raisons qui explique cette modification du tarif au niveau du café, c'est justement parce que les grands pays producteurs, notamment le Vietnam, ainsi que le Brésil, ont connu effectivement des saisons où il y avait très peu de pluie. Donc, conséquence mécanique, très peu de stock de café disponible. Et donc, exportation plus droit de douane, ça rend donc beaucoup plus cher pour ceux qui payent ici. Un autre élément également de ce lien, c'est que les organisations internationales à vocation économique comme l'OMC sont face à un double enjeu, notamment lorsqu'on regarde ces enjeux climatiques. Il y a l'idée qu'il faut garder les tarifs douaniers bas pour que effectivement au final le consommateur paye moins cher. Et puis d'un autre côté, l'idée de mettre sur pied des dispositifs incitatifs au respect de l'environnement, notamment le fait de ne pas déforester. Ça fait partie des normes en vigueur au niveau européen depuis 2025, où on vérifie systématiquement si effectivement le café que vous exportez n'a pas été l'objet d'une zone déforestée. Donc ce deuxième enjeu fait que l'équilibre devient beaucoup plus difficile à maintenir entre stabilisation des prix concernant ces matières-là et en même temps enjeux environnementaux qui s'imposent de façon systématique. Donc je me dis que leur rôle est très très limité. Et en même temps, ça les met face à des situations quand même assez inédites. Et donc, est-ce que faut-il, alors je dis que c'est une préoccupation, donc c'est pas vraiment une question assez précise. Faut-il davantage rechercher une forme de consensus et qui serait difficile à trouver, en tout cas en l'état actuel. On sait très bien que l'OMC est dans une situation de mort cérébrale depuis quasiment déjà au moins 4 ans ou 5 ans, même si ces règles sont toujours d'application. Mais voilà, les retours des droits douaniers nous prouvent effectivement que l'unilatéralisme parle beaucoup mieux que le multilatéralisme actuellement, en tout cas en matière commerciale. Donc je me dis que ces organisations peuvent tenter des choses, financement vert, imposition de taxation, recours à des prêts concessionnels et tout ça, mais ça va toujours rester des actions qui seront donc très en marge. Donc effectivement, l'analyse que vous avez faite est assez juste. Donc en guise de complément, effectivement, je vois qu'il y a donc davantage de défis que véritablement voilà, une situation beaucoup plus heureuse. Donc voilà, je voulais donner l'exemple du café pour un peu illustrer ce propos. Je vous remercie pour votre remarque. C'est effectivement une préoccupation. Finalement, les OIE se trouvent face à un dilemme entre un mandat originaire et originellement axé sur des préoccupations purement économiques, comme j'ai analysé, bien que pas assez profondément, qui sont des préoccupations de court terme, quantifiables, et en contrepartie un phénomène inédit dont les répercussions sont assez palpables aujourd'hui, sectorielles, qui touchent tout, l'humain, l'écosystème et aussi l'économie dont il se trouve intéressé le plus. Et donc, je pense finalement que c'est un compromis assez délicat à établir, mais ce n'est pas impossible de limiter le max des dégâts, parce que le changement climatique, finalement, ces dégâts sont irréversibles. Et donc, il ne faut pas dire qu'en partant du fait qu'il y a une
une opposition logique entre préoccupation économique, préoccupation environnementale ou climatique, c'est que la conciliation entre les deux, elle est impossible. On peut essayer de faire le mieux en intégrant ça dans les politiques de prêt, mais il fallait justement le faire avec beaucoup de vigilance et non pas faire que de simples promesses et voilà. Je tiens à te remercier pour ta remarque et ton explication, Benjamin. Encore une fois, voilà, ce sont des réflexions, comme a dit Sarah, qui touchent en fait à la structure institutionnelle du droit international économique dans son ensemble. Et en fait, dans un sens, ce qui pose vraiment problème ici, c'est le fait que les organisations internationales économiques, donc toutes les structures de financement et celles qui encadrent le commerce international, servent en fait un modèle économique qui de plus en plus démontre ses limites. De l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc en fait, le véritable enjeu, ce serait aussi de voir comment penser une architecture institutionnelle internationale qui serait capable de soutenir une économie de transition, tout simplement. Et ça, c'est une réflexion qui dépasse le cadre du travail d'un juriste, en fait. C'est terrible, malheureusement. Bon, sur ces considérations, est-ce qu'on fait quand même 10 minutes de pause avant d'enchaîner ou 5 minutes? Dans tous les cas, on a le temps de... Ça me va. Bon, bah merci beaucoup et à tout de suite. Très bien.